Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire du Père Noé, un homme aisé qui décide de se séparer de ses richesses et de son patrimoine et de ne garder pour lui qu'une maisonnette dans laquelle il vit seul dans la plus grande sobriété. Dans son petit village de Provence, tout le monde le prend pour un fou et le considère avec curiosité. Mais le vrai bonheur ne se trouve-t-il pas dans la simplicité ? C'est une histoire de Paul Arène intitulée « Le chant du fou ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse vous mettre à l'aise, fermer les yeux et vous autoriser à laisser tout le quotidien de côté. Dans un premier temps, prenez un instant pour être simplement présent et pour vous laisser bercer par les mouvements de votre ventre. Laissez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Prenez maintenant un instant pour détendre complètement vos pieds et vos chevilles. Et portez à présent votre attention sur les orteils de votre pied droit. Imaginez des mains s'y poser et les masser un par un. D'abord le gros orteil, puis le second, puis le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. On passe maintenant au pied gauche, d'abord le gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds. Délicatement, avec douceur.
effectuant de petites pressions légères et agréables. De haut en bas, puis de bas en haut. En effectuant de petits cercles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les mains remonter lentement vers vos chevilles. Continuez d'observer avec curiosité vos sensations et concentrez à présent votre attention sur votre respiration. Sur la température de l'air, plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que d'être curieux des sensations ressenties et laissez-vous simplement bercer par votre ventre, qui monte et qui descend. Imaginez qu'à chaque expire, les tensions continuent de s'évacuer un peu plus. Et qu'à chaque inspire, votre corps devient plus léger et plus serein. Sans effort, sans attente. En continuant de porter votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Demi-bourgeois et presque riche, il avait, chose invraisemblable, toujours vécu en paysan. Bien mieux, ayant perdu sa femme, il se permit l'idée bizarre de donner tout son bien à des parents éloignés pour ne garder qu'une rustique maisonnette avec quelques 100 mètres de terrain autour. Juste ce qu'il pourrait cultiver lui-même. Et depuis ce temps, il vivait seul, heureux et seul dans la familiarité de la nature. C'est pour cela que les gens du pays le croyaient fou. Rien de joli d'ailleurs, comme le petit domaine qu'il s'était arrangé au Clos Saint-Laz. Un ermite à le voir s'en serait rendu amoureux. Ce que j'appelais tout à l'heure maisonnette, faute de trouver le terme exact, n'était en réalité qu'un creux de rocher que fermait un mur percé d'une fenêtre et d'une porte. Mais le mur était si blanc, un si beau rosier enguirlandait la fenêtre, et de si vigoureuses broussailles faisaient corniche à la place du toit, que cette logette valait un château. À 2 pas, une source claire jaillissait. Quelques oliviers, un carré de blé, un cordon de vigne assuraient amplement la subsistance du propriétaire. Mais sur ce sol montueux, tout hérissé d'énormes pierres qu'il aurait fallu attaquer à la mine, bien des coins demeuraient incultes. Le bonhomme les mettait à profit pour y planter toutes sortes de fleurs curieuses et rares qu'il allait chercher dans la montagne. Seulement, n'étant pas ingrat et voulant rendre à la montagne un peu de ce qu'il lui prenait, il y semait des fleurs de jardin aux endroits les plus solitaires. Quand je le connus, du plus loin que je me souvienne, c'était un homme très vieux, tout blanc, et si affaibli par le grand âge qu'il était obligé la plupart du temps de laisser les 3/4 de son bien en friche. Il avait des idées étranges là-dessus, prétendant que tout homme ne doit demander que sa part à la terre. Il lui arrivait rarement de rentrer toute sa vendange. Son plaisir était de laisser les plus belles grappes sur le cep. Il faut bien, disait-il, quelques raisins mûrs pour les grives. Mais les grives n'étaient pas seules à picorer dans sa vigne. La vigne à personne, comme nous disions entre galopins. Et la plus grosse part nous revenait de ces muscats amollis et cuits, si doux que le sucre brûlait la langue. Le père Noé aimait les petits et nous tolérait volontiers. Par exemple, chez lui, défense absolue de toucher au nid et de faire du mal à quoi que ce fût. Le père Noé se montrait sur ce point méticuleux comme un bouddhiste. Aussi son clos nous faisait-il l'effet, dans nos imaginations enfantines, d'un second paradis terrestre où vivaient heureuses, en pleine liberté, toutes les bestioles de la création, sans compter les oiseaux bruyants et innombrables, et de superbes lézards verts qui se chauffaient au soleil un peu partout le long des muraillettes. Des lapins ignorants du coup de fusil venaient effrontément galoper et cabrioler à la barbe de leur protecteur, car il y avait vraiment de tout dans ce bienheureux Clos Saint-Laz. De tout, même un vieux chêne crevassé où logeait un essaim d'abeilles. Le père Noé, qui semblait savoir parler aux bêtes, sans les tuer ni les mettre en fuite, leur prenait à chaque printemps quelques rayons de miel. Du miel sauvage, du miel d'ours dont il nous faisait des tartines. Et nous étions fiers, pensez donc, de manger ainsi du miel d'ours. Un après-midi, comme il était en train de faire la moisson de son blé, le père Noé fut pris d'un malaise. Il appela un voisin qui dut l'aider à regagner la maisonnette, car ses jambes ne le portaient plus. On rentra les gerbes coupées,
mais il fallut laisser sur pied ce qui restait. Puisque je n'ai pas pu couper mon blé moi-même, c'est un signe que je n'aurai plus besoin de tant de pain, disait-il. On lui fit remarquer qu'il y avait sacrilège à laisser périr le bon grain. Attendez l'hiver, attendez, les oiseaux me donneront raison, disait-il. Et comme le Père Noé passait pour un peu sorcier, tout le monde augura qu'il sentait sa fin, qu'il mourrait bientôt et que la saison serait mauvaise. En effet, cette année-là, décembre s'annonça terrible. Les montagnes d'abord apparurent ourlées de neige à leur crête. Puis la neige gagna les plaines, et le vent des Alpes soufflant, des flocons se mirent à tomber lents et drus. Au bout de 2 jours, quand le temps s'éclaircit, toute la campagne à perte de vue était blanche. Les fossés étaient comblés, les haies recouvertes, et sans les lignes de grands noyers, on n'aurait pas pu reconnaître les routes. Et un froid dur avec cela, si dur que les rochers mouillés se recouvraient partout d'une croûte de givre. Un matin, ma grand-mère, qui était prieuresse des pénitents bleus, prit sa chaufferette et sa mante. « Où allez-vous, grand-mère ? » ?»« Gardez jusqu'à ce soir le Père Noé qui est au plus mal, et lui porter une bouteille de vin cuit. » Malgré le froid, malgré la neige, comme le soleil s'annonçait beau, elle consentit à m'emmener. « Et dites-moi, grand-mère, l'hiver, comment font les oiseaux pour vivre ? » Un peu comme ils peuvent, mon mignot. Ceux qui ont de bonnes ailes s'en vont dans des pays où l'on a toujours chaud, par-delà la mer, en Afrique. Les autres, oui, les autres, ceux qui n'ont pas de bonnes ailes, eh bien, les autres mangent ce qu'ils trouvent, les baies des buissons, les épis oubliés aux champs. Mais quand la neige cache les buissons et recouvre les champs, alors que veux-tu ? Ils ont faim et ils meurent. Je me rappelais précisément avoir vu le matin même un moineau mort près de la fontaine. Et comme aucun oiseau ne se montrait le long de la route, je fus pris d'une vague tristesse, m'imaginant qu'en effet tous étaient morts. Mais à Saint-Laz, quelle surprise! Sitôt la barrière dépassée, au-dessus du champ de méteilles, avec des cris, des froufrous d'ailes, un nuage noir s'éleva. C'étaient des milliers d'oisillons qui, effrayés par notre vue, se postèrent en observation à la cime des arbres. Puis l'un d'entre eux se hasarda à revenir, un second l'imita, d'autres suivirent. Et bientôt toute la bande s'abattit de nouveau sur les épis noircis et les tiges brouillées du morceau de moisson que le Père Noé avait voulu laisser debout. Ah, les braves petits oiseaux! C'était affaire à eux de secouer la neige qui tenait les chaumes courbés. De tous les coins de l'horizon, friquets, pinsons, chardonnerets venaient pour avoir leur part de l'aubaine. Et se réchauffant à un rayon de soleil que laissait entrer la porte ouverte, le Père Noé de sa cabane contemplait cela en souriant. En voici encore. Mais d'où viennent-ils en si grand nombre, monsieur Noé ? Figure-toi, petit, que l'autre jour, j'avais donné commission à un merle d'aller publier par toute la contrée que la table était mise ici, chez un vieux fou qui va partir et qui a du blé. La commission, paraît-il, a été bien faite. Puis montrant dans un coin un sac qui n'était qu'à moitié vide. Mon méteil n'y suffira pas. Je vous charge, quand je serai mort, de leur distribuer encore ceci. Le Père Noé s'était éteint paisiblement.
je m'en allai au clos Saint-Laz avec quelques mal peignés de mon âge pour assister à la cérémonie. La neige avait un peu fondu. Maintenant, sur le chemin, tout le long des haies, des kyrielles d'oisillons ragaillardis piquaient du bec en gazouillant. Regarde-les, regarde-les voler. Écoute comme ils chantent. Le curé ne leur fait pas peur. Et nous restâmes persuadés, avec raison peut-être, que c'étaient les oiseaux du clos Saint-Laz, les oiseaux mangeurs de méteilles qui suivaient ainsi le convoi, accompagnant pieusement leur ami jusqu'au cimetière. Bonne nuit. Bonne nuit.